So we're now going to move on to another oral abstract presentation session, this time on complications of the end stage of liver disease. The first speaker is going to be from Egypt. It's Mona Hosanna, who's going to speak about DNA methyltransferases as a potential biomarker for hepatitis C related hepatocellular carcinoma. Les ADN méthyltransférases comme biomarqueur potentiel du carcinome hépatocellulaire lié au VHC. Le carcinome hépatocellulaire est un problème de santé universel. Il représente le 6e cancer le plus fréquent chez les femmes et le 2e chez les hommes en Égypte. L'augmentation de l'incidence du CHC en Égypte est due à la forte prévalence et aux complications de l'infection par le virus de l'hépatite C. Les facteurs épigénétiques entraînent une expression anormale des gènes sans modification de la séquence primaire des acides nucléiques. La méthylation aberrante de l'ADN est l'un des facteurs épigénétiques qui joue un rôle important dans le développement du cancer. L'hyperméthylation du promoteur CPG entraîne l'extinction des gènes suppresseurs de tumeurs qui jouent un rôle important dans les voies moléculaires de la cancérogénèse. La méthylation de l'ADN est abritée par un groupe d'enzymes comprenant la famille des ADN méthyltransférases. Les DMT3A et DMNT3B servent de médiateurs pour la nouvelle méthylation, tandis que la DMT1 sert principalement à préserver les méthylations préexistantes. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'expression des DNMT1, DNMT3A et DNMT3B dans le sang périphérique comme marqueur diagnostique non invasif pour la discrimination du CHC chez les patients atteints d'hépatite C chronique. Il s'agissait simplement d'une stratégie de contrôle qui comprenait 91 patients répartis en 3 groupes. Les patients atteints d'hépatite C chronique avec cirrhose du foie, les patients atteints d'hépatite C chronique sans cirrhose et les patients atteints d'une CHC liée au VHC. En outre, 20 personnes apparemment en bonne santé ont été inscrites comme pour groupe de contrôle. Tout patient souhaite avoir une mesure focale dans leur rapport par endotronographie abdominale en utilisant une meilleure sérolocarcinomose confirmée par un schéma radiologique caractéristique détecté par un CT scan triphasique multicoupe en spirale IRM ou une biopsie du foie si nécessaire. Une PCR quantitative en temps réel a été effectuée pour évaluer les DNMT1, DNMT3A et DNMT3B de l'ARN messager dans les échantillons de champ périphérique de tous les participants. Les résultats de l'étude montrent que l'expression des DNMT1, DNMT3A et DNMT3B augmente de manière très considérable et les patients atteints de CHC qui supportent le contrôle et les patients atteints de VHC chronique. La courbe ROC a été réalisée pour évaluer la performance diagnostique des DNMT pour le CHC chez les patients cirrhotiques. L'analyse de la courbe ROC montre une performance diagnostique très significative des DNMT pour la détection de CHC chez les patients cirrhotiques avec des valeurs seuil de 0,65, 3,15, 3,10 avec une précision de 68,4, 88,2 et 81,2 pour les DNMT1, DNMT3A et DNMT3B. Cela nous montre que
La DNMT3 représente le meilleur marqueur de diagnostic parmi les DNMT étudiés. En outre, il s'agit d'une expression élevée significative de DNMT1, DNMT3A et DNMT3B associée à la présence des régions locales marquables par rapport à la présence d'une seule région locale dans le foie. Conclusion, les DNMT pourraient être les biomarqueurs potentiels pour la détection précoce du développement du SCHC chez les patients cirrhotiques atteints de VHC. L'expression aberrante des DNMT semble avoir un rôle majeur dans l'hépatocarcinogénèse chez les patients atteints d'une infection chronique par le VHC. Cela justifie le rôle promoteur des inhibiteurs de l'ADN méthyltransférase dans le traitement des patients atteints de CHC. Une évaluation plus poussée sur un large groupe de patients pourrait ouvrir la voie à la création d'applications. Merci. Thank you. Move on to the next speaker, who's Ibrahim Diallo from Senegal, and they are going to present on hepatocellular carcinoma in Senegal, the epidemiological, clinical and etiological aspects in a large number of patients in their hospital. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler du carcinome hépatocellulaire au Sénégal. Comme vous le savez, le carcinome hépatocellulaire est la tumeur primitive du foie la plus fréquente. Le CHC représente un réel problème de santé publique dans notre pays. C'est la deuxième cause de cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes, avec l'hépatite B comme étant le principal facteur de risque. Le CHC est une tumeur de très mauvais pronostic, en particulier dans les pays à ressources limitées, avec un taux de décès autour de 96%. Le but de notre étude était de décrire les aspects, donc les caractéristiques du carcinome hépatocellulaire à l'hôpital principal de Dakar, au Sénégal. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive sur 6 ans, incluant tous les patients hospitalisés pour carcinome hépatocellulaire. Le diagnostic était basé sur l'un des 3 critères suivants: preuve histologique du CHC, la combinaison de 2 aspects morphologiques du CHC, ou bien un critère morphologique associé à une élévation du taux d'alpha-photoprotéine supérieur à 400 nanogrammes par millilitre. Nous avons inclus 229 patients atteints de CHC avec un âge moyen de 47,4 ans. Parmi eux, 33,6% avaient moins de 40 ans. Il y avait une nette prédominance masculine avec un sexe ratio à 6,6. Parmi nos patients, certains ont signalé un portage chronique du VHB dans la famille. D'autres avaient des antécédents de cirrhose ou de cancer du foie chez un patient parent au 1er degré, et 10 patients étaient sous traitement par des analogues nucléotidiques ou nucléosidiques. Sur le plan clinique, au moment du diagnostic, l'état général des patients était altéré, avec un stade 3 ou 4 de l'OMS dans 48,5% des cas. Les signes cliniques étaient dominés par la douleur abdominale retrouvée chez 210 patients et par l'hépatomégalie retrouvée chez 170 patients. Sur le plan biologique, la fonction hépatique était altérée chez la majorité des patients avec une cytolyse dans 93% des cas, une cholestase et une insuffisance hépatocellulaire dans environ 40% des cas. Le taux d'alpha-photoprotéine était élevé chez 68,6% des patients, alors que nous avons noté que 12% des patients avaient un taux d'alpha-photoprotéine strictement normal. L'échographie abdominale trouvait des lésions nodulaires du foie compatibles avec un carcinome hépatocellulaire chez 68,2% des patients, avec une taille moyenne des lésions de 6,5 cm. Une forme infiltrative était trouvée chez 19 patients et l'aspect du foie non tumoral était cirrhotique dans 64,5% des cas.
L'échographie abdominale n'avait pas trouvé de lésion compatible avec un CHC dans 38 cas, soit 21,2% des patients. Le scanner abdominal réalisé chez 134 patients a montré des lésions compatibles avec un CHC dans 88,8% des cas. Ainsi, la stratégie diagnostique utilisée chez nos patients était donc un taux d'alpha-photoprotéine supérieur ou égal à 400 nanogrammes par millilitre dans 68,6% des cas, à se coupler à l'échographie abdominale ou au scanner abdominal ou bien à l'IRM. Chez les patients avec un taux d'alpha-photoprotéine inférieur à 400 nanogrammes par millilitre, le diagnostic était basé sur l'échographie abdominale associée à l'IRM ou bien au scanner, sur le scanner associé à l'IRM ou sur le scanner seul. 2 patients ont eu une biopsie. Le facteur de risque le plus fréquent donc, du carcinome hépatocellulaire trouvé chez nos patients était l'infection par le virus de l'hépatite B, qui était le plus souvent isolé ou parfois associé à d'autres facteurs. Elle a été retrouvée chez 69,4% des patients. Cependant, chez 21% des patients, aucun facteur de risque n'a été retrouvé. Il est à noter que chez ces patients, l'enquête étiologique n'était pas exhaustive. La classification de Child-Pugh a montré que les patients étaient Child-Pugh B dans la majorité des cas. Et selon la stratification BCLC, 94,8% de nos patients étaient au stade avancé ou terminal. Un traitement curatif ainsi n'a pu être proposé qu'à 12 patients et un traitement palliatif chez 7 patients. Et la majorité des patients, soit 210, n'avaient bénéficié que d'un traitement symptomatique. L'évolution était favorable chez 6 patients. Ces résultats nous inspirent quelques commentaires. Le Sénégal est situé dans la zone d'endémie de l'hépatite virale B, avec une prévalence élevée du CHC. Une diminution de cette incidence a été notée en 40 ans, mais cette situation ne reflète pas vraiment la réalité dans nos régions. En effet, du fait de la sous-médicalisation, de nombreux cas ne sont ni diagnostiqués ni rapportés. Le CHC au Sénégal est une maladie de l'adulte jeune, avec une nette prédominance masculine. Le Sénégal se trouve, comme nous l'avons dit, dans une zone de forte endémicité du VHB et l'infection survient à un âge très jeune. Ces données sont similaires aux résultats des différentes études réalisées en Afrique subsaharienne. Le diagnostic se fait à un stade tardif, comme dans les séries rapportées en Afrique subsaharienne. Cette étape tardive se traduit également à l'imagerie. La taille moyenne de la tumeur au moment du diagnostic est supérieure à celle rapportée dans les pays développés. Et en utilisant la stratification BCLC, environ 95% des patients sont au stade avancé ou terminal en Afrique subsaharienne. Ceci reflète également le manque de programmes de dépistage chez les personnes à risque qui auraient pu permettre de faire un dépistage précoce. L'alpha-photoprotéine est également un élément important dans le diagnostic disponible dans la majorité des structures de santé. Combiné à l'échographie peut permettre de poser le diagnostic dans 70% des cas. Nous avons une proportion importante de CHC sans facteur de risque étiologique retrouvé, comme dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. Ceci reflète le manque d'investigation étiologique exhaustive en raison donc du manque de ressources. Pour conclure, nous dirons que le CHC est une affection qui touche principalement les adultes d'âge moyen avec une nette prédominance chez les hommes au Sénégal. Son diagnostic se fait en stade avancé. Le principal facteur de risque reste l'infection par le virus de l'hépatite B. Le pronostic est très mauvais. C'est pourquoi il est important de faire de la prévention en améliorant l'accès à la vaccination, en faisant un dépistage de l'infection chronique par le VHB, mais en mettant également en place des programmes de dépistage du CHC chez les patients à risque. Je vous remercie. The final speaker in this session is Edward Sinkala from Zambia, who's going to present on propranolol reducing portal vein diameter in schistosomal liver disease with portal hypertension. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter nos conclusions. Le sujet traité est le suivant. Le propranolol réduit le diamètre de la veine portale dans les maladies schistosomiques du foie chez les patients souffrant d'hypertension portale. Je n'ai rien à divulguer et voici le plan de ma présentation. La schistosomiase hépatosplénique est une cause majeure d'hypertension portale dans les tropiques.
alors que nous savons que la cirrhose domine dans le monde occidental. Nous savons aussi que la Sosoma Mansoni est la cause la plus fréquente d'hypertension portale en Zambie et que celle-ci s'acquiert par des contacts répétés avec des plans d'eau, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Par ailleurs, la séroprévalence peut atteindre 88% dans les régions occidentales de la Zambie. La morbidité et la mortalité sont en fait principalement attribuées à la varice qui résulte de l'hypertension portale chez le patient. Car, vous pouvez le voir, les varices saignent et cela peut mettre la vie en danger. Wenrep et al. 1982 ont en effet noté que le diamètre de la veine portale est associé à des saignements de varices et nous savons que tous les bêta-bloquants sont très efficaces dans la prévention primaire des saignements de varices ainsi que dans les saignements de varices secondaires. Cependant, il n'est pas certain que les bêta-bloquants tels que le propranolol aient un quelconque effet sur le diamètre de la veine portale. Nous allons étudier l'effet du propranolol sur le diamètre de la veine portale chez des patients atteints de maladies du foie dues au schistosome. En termes de méthode, il s'agissait d'une cohorte d'observation réalisée à l'hôpital universitaire de Lusaka en Zambie. Il s'agissait en effet d'une extension de l'essai clinique de la rifaximin. Nous avons réparti 85 patients au hasard entre la rifaximin et des soins standards. Le traitement standard était le propranolol, le traitement standard pendant donc 42 jours. Nous avions ensuite suivi ces patients pendant 180 jours. Nous avons mesuré le diamètre de la veine portale à l'aide de l'échographie au premier et au 180e jour. Notre principal résultat primaire était la modification du diamètre de la veine portale, tandis que le bêta-blocage et la réduction de la taille splénique étaient les résultats secondaires. Concernant les critères d'inclusion, l'hématémèse, les varices à l'échographie, la fibrose périportale et la sérologie pour la schistosomiase étaient les critères que nous avons utilisés pour inclure les patients. Je veux dire, c'était donc les principaux critères d'inclusion. Nous avons exclu les patients qui avaient le VIH, le VHC et l'hépatite B et dont l'échographie suggérait une cirrhose. Bien sûr, ceux qui n'étaient pas en mesure de donner leur consentement ont aussi été exclus. Nous avons donc évalué 186 patients et nous avons randomisé 185 patients pour le groupe traité à la rifaximin et le groupe traité sans rifaximin. Nous en avons suivi 42 pendant les 2 jours de l'essai clinique. Et après l'essai clinique, nous avons suivi ces patients sous propranolol pendant 180 jours. Et les patients qui ont terminé le suivi étaient en fait au nombre de 86. Nous avons ensuite examiné les caractéristiques de base. Elles n'étaient pas différentes dans le groupe sous rifaximin et dans le groupe non traité à la rifaximin. Mais une chose est à noter, c'est le nombre de plaquettes qui était très bas. Le HB était assez faible et la taille splénique était en fait plus élevée dans tous les groupes de patients. Nous avons remarqué que le diamètre de la veine portale est réduit après 180 jours, ce qui est assez significatif et peut être attribué au propranolol, comme je l'ai dit. Nous avons également noté que le bêta-blocage était assez efficace et nous savons que le pouls a en effet diminué après 180 jours, ce qui est attribuable au bêta-blocage. Nous avons également constaté que l'hémoglobine a augmenté en raison des faibles épisodes de saignement et que la taille splénique est restée inchangée après 180 jours.
Donc, pour conclure, disons que le propranolol a entraîné la réduction du diamètre de la veine portale en 180 jours. Cela suggère donc que les échographies peuvent être très utiles pour contrôler le suivi de la conformité des bêta-bloquants chez les patients atteints de maladies du foie dues au schistosome. Les échographies pourraient être très utiles dans un contexte de ressources comme le nôtre où les mesures d'hypertension portale ne sont pas facilement disponibles. Il serait également très utile si nous pouvions établir que le diamètre de la veine portale peut être utilisé pour prédire les épisodes de saignement des varices dans le cas de la schistomiase hépatosplénique. Je tiens à remercier les bailleurs comme Wellcome Trust ainsi que SACOR. Merci beaucoup à tous. So that's the end of the session. Thank you very much to all of the speakers who presented fantastically. We're now going to have a short break before we have our next oral abstract presentation session. Please go back to the timeline, and if you go into the next oral abstract presentation session, after this you will be able to meet with the presenters and then ask them